Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Les EL1 du Grand Prix de Belgique sont terminés. Les deux Ferrari devant Verstappen, alors attention. Leclerc et Verstappen, ils partiront du fond de grille dimanche. Donc là, ça rigole pas. On va y revenir dans une vidéo à part, évidemment. Russell, 4ème, Stroll, Albon, Ricciardo, Tsunoda, Hamilton. Perez, 10ème, Latifi, Zhou, Norris, Alonso, Vettel, Ocon, Magnussen, Schumacher. Liam Lawson, donc, qui remplaçait Pierre Gasly. Au final, c'était Gasly qui remplaçait. Et Bottas à 15 secondes, avec 2 tours seulement. Bon. Alors, on a des problèmes de fiabilité du côté de Bottas et du côté de chez Ocon aussi. Et Magnussen, évidemment, qui a provoqué un drapeau rouge d'une dizaine de minutes. Quant aux Mercedes, bon, ils n'ont pas beaucoup roulé, je trouve. C'est un peu dommage, surtout Hamilton. Et donc, chez Leclerc et Verstappen, il va falloir se concentrer sur les relais de course, puisque les qualifs, ils partiront dernier de toute façon, donc ça sert à rien de les faire. Donc voilà, écoutez, pas grand chose à retirer de cette séance, il a commencé à pleuvoir à la fin, donc ils ont dû arrêter un petit peu avant. Tout à l'heure, donc à 17h, pour la séance d'essai 2, en direct. Ciao. La séance numéro 2 à Spa est terminée. Et Verstappen toujours premier, 8 dixièmes d'avance quand même. D'ailleurs Leclerc en début de séance avait l'air dépité de voir son chrono là. Je sais pas trop ce que ça va donner pendant la course, à mon avis il va remonter très fort à Verstappen, si ça continue comme ça. Bon, je précise qu'en fin de séance il y avait encore la pluie qui a gâché les 10 dernières minutes, enfin gâché, bon c'était pas du gâchage mais en tout cas ils ont plus roulé. Les pilotes, ils ont pas pu faire de tour rapide. Donc Leclerc, 2ème à 8 dixièmes. Norris, 3ème sur la McLaren. Sur un tour, elle marche bien encore, cette McLaren. Alors Stroll, je sais pas ce qu'il fout là, 4ème, incroyable. À 1 seconde 1. C'est un peu l'ovni de ce top 5 pour moi. Sainz, 5ème devant Hamilton. Alonso, Russell. Bon, les Mercedes, au final, c'est un peu mitigé, je dirais. J'attends de voir demain ce qui va se passer pour l'écurie allemande. Mais pour l'instant, c'est pas la folie quand même. Ricciardo, P9. Très très loin de Norris, encore une fois. Perez est extrêmement loin de Verstappen, c'est inquiétant. 1 seconde 8 de Max. Mais what? Il pilote pas la même voiture, c'est pas possible. Il pilote une Williams, la Perez, en fait. Albon, justement, 11ème sur la Williams, à 2 dixièmes de Perez. Juste, hein. Zhou, 12, Tsunoda, 13, Gasly juste derrière, 14ème. Vettel, 15ème, très loin de Stroll. 16ème Ocon, 17ème Magnussen, Bottas, 18. Très loin de Zhou. Latifi très loin d'Albon aussi. Et Mick Schumacher très très loin de Magnussen à 4 secondes 4 de Max. C'est énorme. Max là, il est passé au travers de sa journée, je crois. Pas Max, Mick, pardon. Non, Max au contraire, il a fait un très bon vendredi. Et bon, je sais pas ce que ça va donner demain. Peut-être que Ferrari et Mercedes vont réagir, j'espère du moins. Parce que là, cette allure-là, il remontera premier pendant la course, Max. Donc, comme d'habitude, tout à l'heure, on fera le débrief des essais libres. Et d'ici là, on va faire quelques actus. D'ici 20h30, 21h pour le débrief. Allez, ciao. Leclerc donc et Verstappen s'élanceront en fond de grille au Grand Prix de Belgique. Incroyable. Alors là, ça va donner la remontada des deux, là. Et ça pourrait profiter à Mercedes qui pourrait peut-être s'imposer une première fois cette saison, on espère. Donc Charles Leclerc s'élancera du fond de grille pour le Grand Prix de Belgique. Le pilote Ferrari embarquera une toute nouvelle unité de puissance avec les dernières mises à jour et maintenant de Maranello. En effet, le gel total des moteurs arrive au 1er septembre. C'est l'occasion pour les équipes et les motoristes d'inclure les dernières nouveautés en piste avant d'arrêter définitivement le développement des V6 hybrides de cette génération. Ces nouveautés étant arrivées, Leclerc s'élancera dernier en Belgique pour en bénéficier. Verstappen s'élancera lui aussi du fond de grille, puisque le pilote Red Bull prendra ses premières pénalités de moteur de cette saison. Le leader du championnat et son dauphin seront donc rejetés à l'arrière de la grille, laissant leurs équipiers respectifs Perez et Carlos Sainz défendre seuls les couleurs de leurs équipes. Par ailleurs, de nombreux changements ont lieu, et les deux hommes ne seront pas les seuls à s'élancer du fond de grille. 4 autres pilotes subiront le même sort, ayant reçu plus de 15 places de pénalité pour des changements de pièces moteur ou de boîte de vitesse. Norris, Ocon, Bottas et Mick Schumacher seront eux aussi renvoyés à l'arrière de la grille. Parmi ces 6 pilotes, le meilleur temps des qualifs détermineront l'ordre dans lequel ils s'élanceront dimanche. Ça, c'est la question qu'on me posait du coup dans le chat Twitch. Et vous avez la réponse du coup. Il faudra quand même faire du coup les qualifs pour tous ces pilotes, parce que sinon, ils partiront derniers s'ils font pas les qualifs. Donc, vaut mieux les faire. Écoutez, ça promet pour la course, j'ai envie de vous dire. Ciao, ciao.
Alfa Romeo arrêtera sa collaboration avec Sauber fin 2023. Audi deviendra certainement l'actionnaire majoritaire de Sauber. Alfa Romeo a communiqué que son partenariat avec Sauber Motorsport prendra fin 2023. Alfa Romeo a annoncé son retour en F1 en 2017 avec un plan à long terme. Et en juillet 2022, a annoncé la décision de poursuivre son partenariat pour 2023 également. Compte tenu des résultats prometteurs de la première moitié de saison, tant en termes de perfo, marketing, collaboration positive avec l'équipe. Puisque le redressement économique et industriel de la marque sera réalisé en 2022, Alfa Romeo va maintenant évaluer parmi les nombreuses opportunités sur la table et décider laquelle sera la meilleure pour soutenir la stratégie à long terme et le positionnement de la marque. Comme Porsche avec Red Bull Racing, Audi a décidé de racheter une équipe existante pour en devenir l'actionnaire majoritaire. On peut avancer sans trop se tromper qu'Audi deviendra motoriste et actionnaire majoritaire de Sauber en 2026. L'équipe court aujourd'hui sous les couleurs d'Alfa Romeo, mais devrait probablement reprendre son nom Sauber en 2024 et 2025, à moins que nous voyions une Audi Sauber Ferrari. Ah oui, comme les fameuses BMW Sauber Ferrari. Du coup, ça c'était complètement débile. Hein. Si ça recommence là, franchement, ça serait stupide, mais bon, on n'est jamais à l'abri de rien en Formule 1, donc à voir. Ciao, ciao. Un sprint tous les week-ends en F1 ? Les pilotes n'en veulent pas. La MotoGP, ils l'ont fait apparemment. Je ne l'apprécie pas. Je n'aime tout simplement pas ça, a déclaré Verstappen. Je pense que l'émotion et le feeling du dimanche doivent être respectés. Ils doivent être spéciaux. C'est le seul moment où on court. C'est comme ça que j'ai grandi, en tout cas le dimanche et le jour de course. De toute façon, jusqu'à présent, les sprints n'ont pas beaucoup changé le résultat. Presque tout le monde part avec les mêmes pneus. C'est là que vous finissez parce que vous avez peur d'avoir un accident ou quoi que ce soit d'autre. Car vous pouvez partir à l'arrière pour la course. Tsunoda n'est pas non plus un grand fan des courses sprint. Et ne comprend pas la décision du MotoGP. Je pense pas qu'il y ait un avantage à faire un sprint chaque week-end de course. Le sprint est une sorte de chose spéciale, plutôt que de le faire chaque week-end de course. C'est pourquoi le sprint est parfois amusant à regarder. Ce n'est pas comme si nous voulions en voir à chaque fois. Surtout avec ce calendrier chargé et serré. Donc je pense que nous n'allons pas en avoir autant en Formule 1. Bottas ne voudrait pas d'un sprint chaque week-end, mais il pense en revanche que la F1 devrait limiter les essais libres chaque week-end. Oui, ça c'est vrai. Je pense pas que nous ayons besoin d'avoir des sprints tous les week-ends, mais juste moins d'essais. En ce moment, si je devais choisir entre le sprint et le non-sprint, je dirais le sprint parce qu'immédiatement, nous sommes directement dans l'action le vendredi. Russell est étonné que le MotoGP adopte un format sans le tester. Les pilotes de MotoGP, Quartararo le premier, ont été désagréablement surpris par cette décision. Je pense que c'est assez audacieux de la part du MotoGP de prendre cette décision sans l'essayer. Nous avons eu la chance en F1 d'avoir un peu de temps pour l'essayer et voir si ça fonctionne. Le MotoGP et la Formule 1 sont deux choses très différentes. Évidemment, avec 2 roues en moins, il y a plus de chances de faire des erreurs ou de tomber et de se blesser. Alors je suppose qu'il y a un peu plus de marge pour nous, potentiellement. C'est audacieux, mais au niveau mondial, quand je regarde un certain nombre de sports et la direction que prend la F1, nous sommes dans une ère formidable en ce moment, et nous devons être reconnaissants du travail que fait la F1. C'est exceptionnel de voir la croissance et l'enthousiasme autour de ce sport par rapport à d'autres qui ont atteint un plateau où se sont éteints. C'est donc un moment spécial pour être ici, et j'espère que ça continuera à se développer dans les 10 années à venir. Ouais, donc en gros, les pilotes sont pas trop pour une course sprint chaque week-end. Ça serait un peu abusé, je comprends pas pourquoi la MotoGP ils ont fait ça en fait. Ils auraient pu au début mettre, je sais pas, 5 ou 6 courses sprint par saison, histoire de tester le format. Là, directement, toutes les courses en course sprint, c'est assez inexplicable. Et j'avoue ne pas comprendre non plus. Bon, écoutez, je vous laisse commenter, vous en pensez quoi vous ? Alors, selon Software, on aura le verdict de l'affaire Piastri lundi. Ça va être déterminé lundi par le CRB, donc le fameux contrat Reconnection Board. Nous avons un contrat avec Oscar, c'est pour ça que nous l'avons annoncé comme notre pilote l'année prochaine. Mais il a aussi signé un contrat avec McLaren. Et en F1, vous ne pouvez pas signer de contrat. Oui, logique. C'est pourquoi le CRB est saisi, c'est un organe officiel des accords Concorde. D'autres pilotes ont déjà tenté de faire ce genre de choses. Nous savons que notre contrat est valide. C'est donc au CRB de trancher maintenant. D'accord, donc, alors on aura peut-être la réponse finale de où va Piastri lundi. Donc, en espérant qu'on sache enfin de quoi il retourne. Est-ce qu'il va être forcé d'aller chez Alpine bien qu'il ne veuille pas, ou est-ce qu'il va pouvoir aller chez McLaren ? Alors, imaginez un seul instant par contre. Il peut pas aller chez McLaren, du coup il est obligé d'aller chez Alpine. Alors, McLaren ils font quoi ? Ils prennent qui ? Parce qu'ils ont viré Ricciardo. Ils vont faire quoi du coup ? Ils vont mettre quel pilote à la place ? Ça sera incroyable. Franchement la situation serait loufoque. Je pense qu'ils sont assez sûrs d'eux, McLaren, pour avoir viré Ricciardo et pas avoir attendu le verdict du CRB. Bon, en tout cas j'espère que ça va pas se retourner contre eux, parce que là ça serait terrible. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Ciao. Alors revenons sur Audi, donc ils partageraient pas de technologie avec Porsche. Sachant que c'est le même groupe, excusez-moi, j'ai un peu de mal à le croire quand même. On a couru contre Porsche au Mans, avec des opérations totalement distinctes. Et ici encore, nous serons totalement séparés. Nous serons basés en Allemagne et Porsche, et si Porsche arrive, ils auront leurs opérations au Royaume-Uni.
Ce sera totalement séparé. Ouais, je peux pas croire que les moteurs seront différents. Enfin, à un moment donné, il y aura des transferts de technologie, c'est obligé. C'est le même groupe. Ça serait débile de pas faire de transfert de technologie. Alors là, franchement, ça serait totalement idiot, quoi. Vous pouvez imaginer qu'il y a de grosses discussions. Nos deux marques ont beaucoup de fans, et nos deux marques ont leur caractère. Alors, la comparaison avec Le Mans est à chier aussi, parce que au Mans, ils avaient des équipes. C'était pas que des moteurs, en fait. Là, ce sera que des moteurs aussi. Il n'y aura pas de châssis à exploiter, donc ce sera des partenariats avec des équipes déjà existantes, finalement. Pour moi, il y aura des transferts de technologie, c'est obligé. Je vois pas pourquoi ils vont pas le faire. Hein. Nous aurons différentes équipes et le moteur doit être conçu spécialement pour le châssis. C'est pour ça que nous avons décidé de séparer. Nous aurons des châssis complètement différents et des moteurs complètement différents. Oui, mais alors non, ça c'est encore un faux exemple. Regardez Mercedes, par exemple, qui équipe l'écurie mère, qui équipe Williams, qui équipe McLaren. Ils ont bien le même moteur Mercedes. C'est un faux exemple aussi, ça. Ils sont pas honnêtes, hein, Audi, là. Franchement, c'est n'importe quoi. Hein. Pour être dans les temps sur le travail d'intégration de la partie électrifiée du moteur, le tout avec le châssis, ça prend du temps de le faire dans 2 voitures. Ce seront donc 2 opérations et nous ferons le travail d'intégration par nous-mêmes. Duesman a déjà fixé les premiers objectifs pour l'arrivée d'Audi en F1, admettant qu'il y avait de nombreuses attentes autour du projet. Je pense qu'une victoire n'est pas réaliste, ce serait idéal, mais nous avons un plan pour ce que nous voulons faire, le plan. De manière idéale, nous devrions être compétitifs durant les 3 premières années, nous avons beaucoup de pression. Il est certain que nous devons les amener, les infrastructures, aux normes de la F1. Ça prend du temps, c'est déjà en cours. Nous avons une équipe fantastique de personnes, des personnes expérimentées en sport auto. On doit également embaucher de nouvelles personnes, ça prend du temps. Et comme tout sera nouveau, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Dans moins de 4 ans, nous serons sur la grille et nous participerons à des courses de F1. C'est pas très long, mais nous sommes absolument ravis et vraiment heureux de le faire. La différence avec les autres catégories, là, les investissements sont plus importants. Vous devez donc prévoir ces investissements à long terme. Nous prévoyons de nous engager à très long terme. Donc Audi pourrait s'engager avec Sauber, mais la confirmation n'a pas été apportée. Il est probable d'avoir un moteur Audi dans une voiture existante, ça doit être changé. Mais nous n'engagerons pas une toute nouvelle équipe. La position de départ pour le développement est bien meilleure si vous partez d'une voiture existante. Ouais, encore faut-il que la voiture existante soit en haut de la grille. Si elle est dernière, ça change rien au final. Nous devons décider au sujet du moteur ce qui est fait. La décision de l'équipe se fera cette année, et selon l'équipe, l'implication se fera différemment de notre côté. On n'a pas encore décidé comment, mais vous serez informé assez vite. On aimerait avoir un pilote allemand, et nous espérons avoir de nouveau un Grand Prix d'Allemagne. Mais nous n'avons pas annoncé notre équipe, alors nous n'allons pas décider des pilotes maintenant. Bah, ce sera un peu abusé. C'est dans 4 ans, les gars. La partie électrique sera bien plus importante en 2026, et on fera fonctionner le moteur à combustion avec des carburants de synthèse. Et les carburants de synthèse joueront un rôle dans le monde, car si on veut rendre neutre les 2 milliards de voitures qui sont sur la route, les carburants de synthèse seront la solution. Avec la décision d'aller vers les carburants de synthèse, la Formule 1 va grandement pousser ses e-fuels, et la décision de la F1 de devenir neutre en carbone à l'horizon 2030 était une condition cruciale pour nous. Alors ils ont publié des photos, donc... Alors, évidemment, la voiture 2026 sera pas comme ça, hein, ça sera une Sauber, donc je doute que ce sera cette livrée-là, mais c'est plutôt joli. Bon, évidemment, ça c'est une maquette de la monoplace 2022, de base. On reconnaît que le nez est un peu gros d'ailleurs. Après, la déco en elle-même est pas si mal. Hein. C'est pas mal du tout, même. Même si le rouge est peut-être un peu trop pétant à mon goût. Ça va, c'est joli. Bon bah écoutez, on verra ce que ça donne Audi en 2026, il y a le temps de voir venir. Hein. De toute façon, il va s'en passer des choses en Formule 1 d'ici là. Vous en pensez quoi, vous, de ces annonces? Ciao. Norris ne s'inquiète pas de l'identité de son futur équipier. Je m'inquiète vraiment pas, tant que c'est quelqu'un avec qui j'aime passer du temps, avec qui je peux travailler. Je suis heureux, je sais pas encore qui c'est, alors je suis impatient. Bien sûr, il y aura un nouveau défi, beaucoup de différences. Si c'est quelqu'un de plus jeune, ça sera probablement bizarre. J'aurai l'impression d'être le gars le plus âgé et mature de l'équipe. Ce que je ne ressens jamais, mais je ne sais pas encore. Je me concentre sur cette saison pour l'instant. Norris a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il a largement pris l'ascendant sur Ricciardo. Néanmoins, il pense que le principal intéressé sera en mesure de répondre. Et il salue ce que lui a apporté son équipe actuelle. Il y a évidemment beaucoup de choses dont on ne peut pas parler. Je ne veux pas dire que je ne peux pas en parler, mais il vaut mieux lui demander à lui, plutôt qu'à moi. Il est bien meilleur pour expliquer ce qui se passe, ce qui va bien et ce qui va pas. J'ai quand même réussi à apprendre beaucoup de choses de lui ces dernières années. Il reste un homme extrêmement talentueux. J'ai énormément de respect pour lui. J'ai aussi apprécié travailler avec quelqu'un comme lui, quelqu'un qui a gagné des courses et fait beaucoup plus de podiums que moi à ce stade. C'était très bien de travailler avec lui. On a encore une longue deuxième partie de saison à faire. On va continuer à travailler comme nous l'avons fait pour terminer aussi fort que possible. Ouais, bon, c'est un secret de Polichinelle, hein. Ça sera Piastri, et puis voilà. Qui d'autre ça peut être, hein, de toute façon. Allez, ciao ciao.
Alonso veut un podium pour finir en beauté chez Alpine. Pourquoi pas Spa ce week-end? J'avais besoin de ces vacances et se sont avérées très utiles, d'autant que la fin de l'année s'annonce extrêmement exigeante, Singapour, Japon, Mexique, Brésil. En bref, mes batteries sont pleinement rechargées pour le défi à venir. Une semaine de vacances supplémentaires aurait été bien, mais c'est toujours agréable de revenir pour courir encore plus sur un circuit comme Spa. C'est un circuit historique et amusant, j'ai hâte de courir, voir ce qui se passe. Dans ces 9 courses, mon objectif est d'essayer de monter sur le podium. Je l'ai dit aux mécanos et aux ingénieurs quand je leur ai annoncé ma décision. J'espère pouvoir terminer sur le podium et profiter de tout ça. Outre un coup d'éclat, Alonso espère également poursuivre avec une certaine constance qui a été prouvée depuis quelques Grands Prix, permettant à Alpine d'accumuler beaucoup de points et de devancer désormais McLaren, 4ème au classement. J'espère garder cette constance, ça fait 8 courses d'affilée dans les points, et dans certains cas ça aurait pu être un peu plus. Car en Autriche, je me souviens que je suis parti dernier à cause du sprint. Et à Barcelone aussi à cause du changement de moteur. J'espère que nous aurons un week-end propre, la voiture est forte, et nous nous améliorons beaucoup ces derniers mois. Une place parmi les 6 premiers pourrait être possible ici, il reste 9 courses, et nous voulons terminer au top. Un podium serait un rêve. Voilà, c'est faisable, hein, s'il y a du chaos parmi les 6 voitures de tête lors d'une course, des accrochages, etc. Et la pluie salvatrice, même si elle n'arrivera pas à Spa apparemment, tout est possible. Je pense que ça peut le faire, un podium. Mais bon, pas à la régulière, hein, on va pas se mentir. Allez, ciao. Verstappen, la FIA va trop loin avec le règlement 2023. Ah, bah tiens donc, étonnant. Toujours méfiant, sait-on jamais, le plus que jamais, le leader du championnat estime pourtant qu'on aurait tort de se relâcher. Tant de choses peuvent encore aller mal ou aller bien, mais je pense que notre intention est de gagner plus de courses. C'est ainsi que nous abordons les courses restantes. Toute l'équipe pense de la même façon, nous voulons gagner plus de courses. On n'est pas là pour dire, oh, on peut finir deuxième, comme si c'était bon. On ne travaille pas comme ça. Nous voulons toujours le meilleur, nous voulons gagner. Ouais, et puis ça augmente tes stats de victoire. Hein. C'est à ça que tu penses aussi, hein, Max, pour attraper Hamilton. Hein. Nous ne voulons pas donner des victoires aux autres équipes juste pour être sûr. Bien sûr, nous savons aussi que nous devions d'abord terminer les courses sans problème. Mais je veux dire, il y a encore 9 courses à faire, et nous avons pour objectif de gagner 9 courses. La hiérarchie pourrait-elle être notamment rebattue par la directive technique entrant en vigueur à Spa dès ce week-end? Je ne pense pas que ça va nécessairement nous nuire. Verstappen semble davantage inquiété par les 15 mm là, en 2023. Red Bull voulait une hausse limitée à 10 mm, Mercedes voulait 25. Le néerlandais demeure insatisfait. Ce sera intéressant de voir. Je veux dire, pour le moment, je pense pas que ce soit très clair à quel point ça va nuire aux différentes équipes. Je pense qu'on est allé un peu trop loin avec ce changement, parce que déjà, les dernières courses, vous pouvez voir que la plupart des équipes l'avaient plus ou moins sous contrôle, le marsouinage. Même les équipes qui l'avaient demandé ce changement, elles l'avaient beaucoup plus sous contrôle. Cette équipe que vise Verstappen, chacun l'aura reconnu. Évidemment, Mercedes. Ah là là. Ah bah c'est logique, en même temps, il s'aligne sur ce que Red Bull dit, quoi. Donc Max, il est pas content, comme Red Bull. Voilà, merci. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Pérez, retrouver ma forme sera le principal objectif. Le pilote Red Bull a connu 2 dernières courses difficiles. Je pense que les 2 dernières courses ont été difficiles pour moi. J'espère revenir en forme durant la deuxième partie de saison. Ce sera le principal objectif pour nous. Je pense que je travaille mieux avec la voiture. Je prends de meilleures décisions et je pense que nous pourrons réussir à nous battre. Pour le moment, il reste encore beaucoup de courses. Tout peut arriver. On doit s'assurer que l'on marque autant de points que possible avant la fin de la saison. Ah bah c'était court, hein. Pérez, la vache, dis donc. Bon alors Pérez, le cas Pérez est un peu compliqué parce qu'il performait bien du coup quand la voiture était plutôt neutre au niveau du style de pilotage de Verstappen ou Pérez, donc elle convenait aux deux. Mais depuis que il y a les Evo, hein, Marco l'a révélé, hein, il a avoué effectivement les Evo qu'on a mis chez Red Bull conviennent mieux à Max Verstappen, comme l'année dernière j'ai envie de dire. Donc Pérez il se fait niquer, donc Pérez il jouera pas le titre. Est-ce qu'il jouera même la deuxième place au classement pilote? C'est à voir. Donc, à voir ce que fera comme perf Pérez. Allez, ciao. Ah, le secret de Polichinelle est enfin fini. Audi confirme officiellement son arrivée en F1, en tant que fournisseur moteur. Super. Alors, mais oui, mais avec qui, du coup? Avec qui ils arrivent? Le sport auto fait partie intégrante d'Audi. Le Formule 1 est à la fois une scène mondiale pour notre market et un laboratoire de développement très exigeant. La combinaison de la haute performance et de la compétition est toujours un moteur d'innovation et de transfert de technologie dans notre industrie. Avec les nouvelles règles, c'est maintenant le bon moment pour nous impliquer. Après tout, la F1 et Audi poursuivent tous deux des objectifs de durabilité clairs. Le communiqué ne précise pour l'instant rien donc sur l'éventuelle écurie. Le constructeur a annoncé qu'il annoncerait une décision sur l'équipe avec laquelle il s'alignera en 2026 d'ici la fin de l'année. Ok, d'accord. Oliver Hoffman, responsable de technologie chez Audi, ajoute, compte tenu des avancées technologiques majeures que la série fait vers la durabilité en 2026, nous pouvons parler d'une nouvelle Formule 1. La Formule 1 se transforme et Audi veut soutenir ce voyage. Un lien étroit entre nous et la Formule 1, et le département de développement technique d'Audi permettra des synergies. L'installation Audi Sport à Nabourg
sera l'endroit où le groupe moteur propulseur sera développé. Audi confirme qu'il existe déjà des bancs d'essai pour les moteurs F1 ainsi que pour les tests de moteurs électriques et de batteries. Ils travaillent actuellement à la mise en place du personnel, des bâtiments et de l'infrastructure technique d'ici la fin de l'année. Ils auront 3 ans pour peaufiner leur moteur avant d'entrer en F1. Ça devrait aller quand même. Et c'est là, il nous faut une Mercedes, ils dominent tout. Avec Sauber. Sauber qui gagne le championnat de 2026. Ok, d'accord, tout va bien. Bon, ça me paraît un peu gros quand même. Dominique Cailly, le PDG de la F1, salue la nouvelle arrivée de l'arrivée d'Audi. Selon l'italien, ça valide le prochain règlement, qui fait la part belle à la neutralité carbone. Je suis ravi d'accueillir Audi en F1, une marque automobile emblématique, pionnière et innovatrice sur le plan technologique. C'est un moment majeur pour notre sport qui met en évidence l'énorme force que nous avons en tant que plateforme mondiale qui continue à se développer. C'est aussi une grande reconnaissance du fait de notre passage à des moteurs hybrides alimentés de manière durable en 2026 est une solution d'avenir pour le secteur automobile. Nous sommes tous impatients de voir le logo Audi sur la grille, et on aura plus de détails sur leur projet en temps voulu. Alors j'imagine que le moteur Porsche sera le même en fait que le moteur Audi. Il sera conçu dans la même usine, ça sera juste un moteur badgé Audi et l'autre badgé Porsche. En fait c'est ça quoi. Donc ça fera 4 moteurs différents qui pourraient potentiellement dominer la Formule 1 sur 4 voitures quoi en gros. Donc il y aura donc Porsche chez Red Bull et Audi chez Sauber. Et imaginez Red Bull gagne le championnat au final, parce que bon Sauber je ne vois pas gagner le championnat, et Sauber fait P2 au constructeur. Alors là, l'horreur totale quoi. Tous les autres constructeurs en PLS. Bon, on n'en est pas là, il leur reste un peu moins de 3 ans et demi pour peaufiner leur moteur. Vous en pensez quoi donc de leur arrivée officielle? Ciao. Steiner, peut-être que nous ne voulons pas de Ricciardo. Ok. Gunther, il ne veut pas de Ricciardo. Ouais, c'est vrai que Giovinazzi est quand même meilleur que Ricciardo. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Je troll, évidemment. Tout le monde pense que nous devons prendre Daniel. Mais peut-être qu'on ne veut pas de lui, en fait. Nous devons être prudents, car il ne s'agit pas seulement de ce qu'il a fait jusqu'à présent dans sa carrière, mais aussi de tout ce qu'il peut encore faire. Tout le monde nous intéresse, nous regardons tous les candidats possibles. Mais Steiner ajoute qu'il est prématuré de conclure que Schumacher quittera définitivement l'équipe, alors que l'Allemand semble lié à Alpine et une sortie de la Ferrari Driver Academy. Tout le monde suppose que Mick ne sera pas là l'année prochaine, mais ce n'est pas vrai. Tout est encore ouvert. Bien sûr, je surveille le marché des transferts, car c'est mon travail. Mais j'aurais besoin d'une deuxième équipe si je devais signer tous ceux qu'on dit que je vais signer. C'est un peu ça l'idée, ouais. Bon, entre Ricciardo et Giovinazzi, moi, en tant que chef d'équipe, je prends Ricciardo. Même s'il est un peu plus cher, c'est vrai. Par contre, oui, effectivement, Ricciardo, s'il va chez As, il va falloir vraiment consentir à une baisse de salaire. Hein. 20 millions, tu ne seras pas payé 20 millions chez As, hein, mec. Hein. Surtout après ce que tu as fait chez McLaren pendant 2 ans. Donc là, ça serait plutôt 2 millions, en fait. Allez, 5 peut-être, je sais pas. Mais pas plus. Donc écoutez, ouais, je sais pas ce qu'il va faire Gunther, j'ai hâte de savoir hein, ce qui va se passer hein, l'année prochaine. Hein. Je sais pas quand ils vont le dire, peut-être ça va attendre la fin de saison malheureusement, le temps qu'on voit la fin de saison de Mick et de Daniel Ricciardo, que les équipes se décident, je sais pas. Ça va être un peu long, hein, j'ai l'impression. Ça va pas se faire dans quelques semaines là. Bon allez, on verra bien, ciao. Et donc Ricciardo qui envisage une année sabbatique pour rester F1. Il va pas signer dans la première équipe venue. Bon, de toute façon, les choix sont assez simples. Hein. C'est As ou Alpine hein, pour lui. Plutôt Alpine en favori, même si c'est pas sûr, du coup, s'ils prennent Mick. Il n'y aura plus de place, du coup, chez Alpine. La F1 est la seule discipline qui m'intéresse. Mais comme je l'ai dit, si les étoiles ne s'alignent pas, et que ça n'a pas de sens, alors je suis prêt à le faire, l'année sabbatique. J'aime toujours ce sport. J'aime toujours, et je veux toujours le faire au bon endroit. Si je suis ici, je vais être dans un but unique, être compétitif, donc je ne sais pas ce que ça signifie pour l'avenir. Mais si c'est la bonne opportunité en 2024 et pas en 2023, alors je vais être là. Ricciardo est revenu avec émotion sur la déception de devoir céder sa place à un autre pilote. Ce n'est pas le résultat que nous voulions quand j'ai rejoint l'équipe. Ce n'était pas souhaité. Nous n'avons tout simplement pas fait les choses bien. Nous avons déployé beaucoup d'efforts et essayé de nous en sortir, de comprendre la voiture. Il y a eu trop de week-ends qui ont été un peu trop difficiles. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas le sentiment le plus agréable, mais je veux garder la tête haute en essayant de faire fonctionner les choses. Vous devez accepter que vous avez essayé et que ça n'a pas fonctionné. C'est juste une de ces choses. Je suis fier de la façon dont on a essayé de faire que ça arrive. Ce n'est pas fini. Cet appel de Zach, c'est pas fait au hasard un jour. Nous parlons depuis quelques mois. Alors ça, on s'en doute, oui, il y a eu beaucoup de dialogues, mais je savais que c'était un sujet de préoccupation parce que les résultats que j'obtenais n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on voulait tous. On a discuté pendant des mois de la façon de rectifier les problèmes. À propos de Piastri, donc, honnêtement, je ne sais pas ce que l'avenir réserve à Oscar, ce ne sont pas mes affaires. Webert fait son travail pour Oscar. Je prends rien de tout ça personnellement. Je soutiendrai un compatriote australien, quoi qu'il arrive. Bon, c'est beau. C'est beau. Il a pas de rancune. Je pense à moi. Vous devez toujours vous relever. Personne n'a de carrière parfaite. Alors j'ai appris à gérer. Ce feu, cette croyance est toujours en moi.
Beaucoup de gens veulent que je réussisse chez McLaren. Il n'y a pas de meilleur sentiment que le succès dans ce sport, donc je sais que si je m'applique, nous pouvons trouver un moyen de finir correctement notre histoire ensemble. Très bien, Daniel, écoute, j'espère pour toi que tu finiras sur une bonne note, que ça te permettra de t'ouvrir des portes pour la suite. Mais bon, rien n'est moins sûr. Hein. Année sabbatique en 2023, c'est pas un objectif très reluisant. Hein. C'est pas ça qui va sauver sa carrière, je pense. Bon, on verra bien. Allez, ciao. Norris n'a aucune compassion pour ce qui est arrivé à Ricciardo chez McLaren. Ouf. Oh là, ça taille, hein, du côté de Lando, qui n'a aucune compassion. Il s'en balèque de ce qui se passe pour son équipier. Tiens, mais ça me rappelle un peu quelqu'un. Hein. Il serait pas un peu comme Max Verstappen, lui, sur les bords? C'est pas pour rien qu'ils sont potes, je crois. S'adressant aux médias Spa, Norris a révélé que lui et Ricciardo avaient souvent des demandes différentes concernant les performances de la voiture, et que lui-même n'était toujours pas à l'aise avec la MCL36. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait de la compassion pour Ricciardo et ses difficultés, étant donné que l'Australien avait excellé dans le passé, chez Red Bull et Renault, Norris a répondu: je détesterais dire que oui, alors je dis non, la vérité. Donc, les gens vont probablement me détester pour ça, mais c'est difficile parce que je ne sais pas si je rencontrerai ça à l'avenir moi aussi, avec cette voiture ou avec une autre équipe, ou quoi que ce soit. Donc je ne veux pas me contredire pour le futur. Je dois juste me concentrer sur mon pilotage, comme lui doit le faire. Ouais, alors bon, tu pourrais peut-être... C'est ton équipier quand même, enfin, je sais pas, t'as des émotions, t'es un humain, enfin... Tu pourrais juste dire, ouais, c'est dommage, c'était un bon pilote, il a des problèmes, voilà. Maintenant, il va essayer de les résoudre. Juste ça, en fait. T'es pas obligé d'être froid comme ça, Lando, je sais pas, c'est assez étonnant comme mentalité quand même. C'est pas mon travail de me concentrer sur quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un entraîneur de pilote, je ne suis pas là pour aider et faire ce genre de choses. Je suis ici pour donner le meilleur de moi-même, et c'est à peu près tout. C'est donc difficile quand les gens commencent à s'attendre à ce que ce soit mon travail de faire aussi ces autres choses, d'aider, et de décrire ceci, et de faire cela, alors que c'est pas vraiment le cas. Il estime que sa carrière pourrait être aussi en danger s'il se détournait de lui-même. Si je ne suis pas performant pendant quelques années, ça peut être aussi la fin de ma carrière, la fin du pilote de F1 que je suis. Je dois me concentrer sur moi-même la majorité du temps. Chaque pilote doit s'adapter au scénario dans lequel il se trouve, et c'est ce que j'ai l'impression d'avoir dû faire. Ce n'est pas une voiture dans laquelle j'ai juste pu sauter et j'ai l'impression que je peux simplement performer exactement comme je veux. En début d'année, Daniel était plus performant que moi, dans les tests de pré-saison et tout ça, et il semblait qu'il pouvait conduire la voiture comme il le voulait. Et j'ai dû commencer à apprendre une nouvelle façon de conduire par rapport à ces dernières années. J'ai dû faire un travail d'adaptation, et lui aussi, mais je ne pense pas que vous devez avoir de la sympathie pour d'autres pilotes parce qu'ils n'ont pas été capables de faire un aussi bon travail. Wow, putain, Léon, il est dur, hein. Franchement. Cependant, Norris reconnaît à quel point la McLaren peut être déroutante à conduire en termes de réaction. En tant que pilote, vous vous attendez à ce que lorsque vous tournez le volant ou vous faites certaines choses, vous ayez l'impression que vous devriez savoir exactement ce qui va se passer. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, vous freinez moins et la voiture ne tourne plus ou adhère davantage. Et d'autres fois, vous freinez davantage et ça le fait aussi. C'est parfois très déroutant. Dans un virage particulier, vous le faites dans un sens. Au virage suivant, vous devez conduire de manière différente. Ce n'est pas pareil à chaque virage, ce qui, je pense, rend la MCL36 si difficile. Vous devez trouver la limite à chaque virage. Vous devez changer votre style à chaque virage de toute façon. C'est probablement plus facile à dire pour Daniel, parce qu'il vient de Renault et de Red Bull. Mais en tant que pilote, vous avez toujours une certaine attente concernant le fait que lorsque vous braquez le volant de telle façon, la voiture tourne de cette façon. Et lorsque vous accélérez, elle fait ceci ou autre chose, de manière régulière. Mais parfois, elle semble un peu plus déconnectée. Nous avons dû nous adapter à cela et en tirer le meilleur parti et trouver comment conduire la voiture de la meilleure façon, comme ça. Très bien, Lando. Lando qui tacle son équipier quand même, de manière indirecte. Bon, attendez, parce qu'il y a un autre article sur lui, on va enchaîner. Norris est convaincu que Ricciardo n'a pas terminé avec la F1. Il parle quand même de lui. Les 2 années ont été compliquées, car évidemment, en tant que pilote de course, nous voulons être à l'avant et remporter des courses. Mais l'expérience fut néanmoins très bonne. Nous nous entendons très bien. Nous avons constamment essayé de nous aider l'un l'autre. Alors, je croyais que tu disais dans le précédent article que c'était pas ton boulot d'aider. Faut savoir, Lando, là. Il est parfois plus fermé, ne souhaite pas forcément parler, mais je garderai de bons souvenirs, de tous les rires que nous avons partagés qui rendent la vie plus agréable. C'est bien sûr un peu triste, ça démontre à quel point la F1 est impitoyable, mais j'ai beaucoup de respect pour lui, et pour tout ce qu'il a accompli au long de sa carrière. Je suis convaincu que ce n'est pas terminé pour lui, il a forcément un plan B pour l'année prochaine. Bah pas forcément, hein. Il évoque même une année sabbatique, on va le voir après d'ailleurs. Restez connectés. J'espère que je courrai contre lui l'année prochaine. Pour en venir au Grand Prix de Belgique, Norris aura visiblement des objectifs plus modestes cette année. Nos attentes sont moins élevées que l'année dernière, tout simplement parce que la voiture n'est pas aussi rapide. C'est un tracé que j'apprécie particulièrement, ce qui est probablement le cas de chaque pilote. La météo sera encore une fois un facteur, il devrait pleuvoir demain, donc vendredi, donc aujourd'hui quoi, mais a priori ça ne sera pas le cas samedi et dimanche. Le plus important sera déjà d'avoir une course ce week-end, et j'ai hâte d'y être en tout cas. Oh oui, il y en aura une, oui, c'est bon. Il pleuvra pas dimanche, c'est déjà ça. Ouais, donc en gros, Norris, aucune compassion pour Ricciardo pour les difficultés qu'il a.
Très bien. Eh ben, écoutez, voilà, super équipier. Ouais, je vous laisse commenter, ciao.